Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un livre devenu un peu une référence, un classique même, dans le monde de la tech. De 0 à 1, de Peter Thiel. Oui, un livre assez iconoclaste. Carrément. Thiel, pour ceux qui ne le situent pas, c'est le cofondateur de PayPal, le premier gros investisseur de Facebook. Bref, c'est quelqu'un qui a vu le futur d'assez près. Et son livre, c'est pas du tout un guide pratique du genre comment monter sa boîte en 10 étapes. Non, c'est clair. C'est plus une invitation à déconstruire un peu tout ce qu'on croit savoir sur l'innovation. Et il démarre très fort avec une affirmation un peu brutale. La compétition, c'est pour les perdants. C'est une idée qui heurte, parce que toute notre économie, notre éducation même, est basée sur l'idée que la compétition, c'est sain, que ça nous pousse à être meilleurs. Exactement. Et lui, il arrive et il dit, non, en fait, capitalisme et compétition, ce sont des opposés. Il reprend même Tolstoï pour l'adapter au business, c'est assez fort. Ah oui, la fameuse phrase. Toutes les entreprises heureuses sont différentes, toutes les entreprises malheureuses se ressemblent. Celles qui se ressemblent, elles sont malheureuses parce qu'elles sont toutes coincées dans la même bagarre pour les mêmes clients. Alors que les entreprises heureuses, elles, ont réussi à s'échapper de cette mêlée. Voilà. Et comment on s'échappe? En créant un monopole. C'est ça l'idée. Le mot fait un peu peur quand même, ça sonne... Illégal presque. Oui, immoral. On pense tout de suite au géant qui écrase tout sur son passage. C'est ça. Et c'est là qu'il faut être précis. Thiel, il fait pas du tout l'apologie du monopole qui naît de la corruption ou de pratiques douteuses. Il parle de monopole créatif. Un monopole créatif. L'idée, c'est d'inventer quelque chose de si nouveau et de si supérieur que pendant un certain temps, t'es tout seul sur ton terrain de jeu. L'exemple parfait, c'est Google au début des années 2000. D'accord. Leur algorithme était tellement, mais tellement plus fort que les autres qu'en pratique, ils n'avaient pas de concurrents. Ils n'ont pas eu à écraser qui que ce soit. Ils ont juste créé une nouvelle catégorie. Donc le but, c'est pas de gagner la course, c'est de courir une course que personne d'autre ne court. C'est exactement l'idée. La compétition féroce, c'est ce qu'ils voient dans les restaurants, par exemple. Dans une rue, tu as 10 pizzerias, elles font plus ou moins la même chose. Et elles se battent sur les prix, les marges sont minuscules. Voilà. Personne gagne vraiment, les salaires sont bas, personne n'a les moyens d'innover. C'est une guerre d'usure. À l'inverse, une boîte en monopole créatif, comme Google à l'époque, elle dégage tellement de profits qu'elle peut se permettre de bien payer ses ingénieurs, de financer des projets un peu fous. Et de penser à long terme. Exactement. Le monopole, dans ce sens-là, c'est une condition du progrès. C'est un renversement total de perspective. Et ça nous amène à la question centrale du livre, celle du titre. Comment on passe de 0 à 1? Oui, il distingue deux types de progrès. Le progrès horizontal, c'est prendre un truc qui existe et le copier, en faire plus. C'est passer de 1 à n. La mondialisation, en gros. C'est ça. On prend un modèle qui marche et on l'étend partout. Et puis, il y a le progrès vertical. Ça, c'est beaucoup plus rare. C'est créer quelque chose de complètement nouveau. C'est passer de 0 à 1. C'est inventer la première valise à roulettes quand tout le monde portait ses bagages. Voilà. Thiel appelle ça la technologie, au sens large. L'exemple qu'il donne est très clair. Fabriquer sans machine à écrire, c'est de 1 à n. Inventer le traitement de texte, c'est de 0 à 1. D'accord. Mais alors, la question à 1 million. Comment on fait? Comment on trouve une idée que personne n'a eue? On a un peu l'impression que tout a déjà été inventé. C'est précisément le problème. Pour lui, créer du neuf, c'est découvrir un secret. Un secret? Oui, et un secret, c'est pas un truc mystique, c'est juste une vérité importante que très peu de gens connaissent ou acceptent. L'idée que des gens loueraient leur appart à des inconnus sur Internet, c'était un secret avant Airbnb. Pareil pour Tesla, l'idée qu'on paierait cher pour une voiture électrique désirable. Mais si ces secrets existent, pourquoi est-ce qu'on est si peu nombreux à les trouver? On est devenu moins audacieux. Il donne 4 raisons. La première, c'est le gradualisme de notre éducation. On nous apprend à avancer petit pas par petit pas. Faire un grand saut, c'est mal vu. C'est trop risqué. Voilà, l'aversion au risque. On a trop peur de se tromper, d'avoir l'air bête. Troisième chose, la complaisance. Quand on est confortable, on se dit qu'il n'y a plus de grands problèmes à régler. Et enfin, cette idée que le monde est aplati, que tout a été découvert. C'est un diagnostic assez sévère de notre société. On découragerait l'innovation radicale sans même s'en rendre compte. C'est sa thèse. Et ça rejoint une autre de ses grandes idées, notre rapport au futur. Il oppose un futur défini et un futur indéfini. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Un futur défini, c'est quand on a un plan, une vision. Pense au programme Apollo, dans les années 60. C'était un projet sur 10 ans avec un but hyper clair. D'accord. Et le futur indéfini, du coup?
C'est quand on pense que le futur sera globalement meilleur, mais qu'on n'a aucune idée de comment y arriver. C'est une sorte de progrès par défaut, presque par chance. Et il dit que notre époque est celle de l'optimisme indéfini. On espère que la tech va nous sauver, mais sans plan précis. C'est une critique assez violente de toute une génération, non? L'idée qu'on a été élevé pour collectionner des options sur un CV. Exactement. Un stage par-ci, un diplôme par-là pour garder ses options ouvertes, sans jamais vraiment parier sur une voie. On optimise le processus, mais on oublie la substance. C'est tout à fait ça. On devient un portefeuille diversifié de compétences au lieu d'être une personne avec une conviction. Les carrières dans la finance, le conseil, c'est emblématique de ça. On gère ce qui existe, on n'invente rien de nouveau. C'est là qu'il dit « Vous n'êtes pas un billet de loterie ». Voilà. Le succès, ça devrait pas être une question de chance. Ça devrait être le résultat d'un plan. Et pour avoir un plan, il faut d'abord avoir un secret. D'accord, le puzzle s'assemble. Pour créer un monopole créatif, 0 à 1, il faut un secret. Une opportunité que les autres ne voient pas. Ce secret, c'est la base d'un plan pour un futur défini. Mais une fois qu'on a ça, comment on passe à l'action? Le livre est plus concret là-dessus. Oui, il aborde les fondations. Il y a ce que ses collègues appellent la loi de Thiel. Les toutes premières décisions sont cruciales et quasi impossibles à corriger. Et la plus importante, c'est qui? C'est avec qui? Le choix des cofondateurs. Une mauvaise association au départ, c'est une condamnation à mort. Et ensuite, il insiste sur la loi de puissance. La loi de puissance. Ça sonne un peu intimidant. En fait, c'est l'idée que dans beaucoup de domaines, un seul élément domine tous les autres. Par exemple, dans un portefeuille d'investissement, un seul succès va générer plus de profits que tous les autres réunis. Donc pour une entreprise, ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut trouver le facteur qui va avoir un impact démesuré, le bon canal de distribution, la technologie clé, la niche parfaite, et se concentrer dessus de manière obsessionnelle. Pas se diversifier. D'accord, donc un secret, un plan, la bonne équipe, un focus obsessionnel. Et pourtant, il dit que même ça suffit pas. Il y a un truc que les génies de la tech oublient tout le temps. Absolument. La vente, la distribution. C'est un point fascinant. Dans la Silicon Valley, il y a cette culture un peu arrogante de l'ingénieur qui pense qu'un bon produit se vend tout seul. Le mythe du « si tu le construis, ils viendront ». C'est le plus grand mensonge de la tech, selon lui. Un produit supérieur ne gagne pas automatiquement. Il gagne s'il a une stratégie de distribution supérieure. Il faut un plan pour le mettre entre les mains des gens. La qualité seule, c'est une illusion. C'est vrai que c'est un point qu'on néglige souvent. On est tellement focalisé sur le produit qu'on oublie qu'il faut le faire connaître. Si on devait transposer tout ça en principe d'action, que pourrait retenir quelqu'un qui nous écoute? Le premier changement de mentalité, c'est de voir la concurrence différemment. Au lieu de se demander comment je peux battre mes rivaux, la question de Thiel, c'est quelle entreprise de grande valeur personne n'est en train de créer. Ça déplace le regard de l'imitation vers la création. Que ce soit pour une boîte ou pour une carrière. Le deuxième point, qui est un peu à contre-courant aujourd'hui, c'est d'oser avoir un plan. On est dans la culture du pivot, de l'itération. Oui, de l'agilité à tout prix. Ce sont des outils utiles, mais ça peut aussi cacher une absence de vision. Si il nous dit qu'un mauvais plan, c'est mieux que pas de plan du tout. Au moins, ça force à penser au futur. C'est un acte de conviction. Et le troisième point, peut-être le plus accessible, c'est de se mettre en quête de secret. Ça peut commencer tout simple. Comment? En se demandant quelle est la croyance la plus répandue dans mon domaine que je pense être fausse. Quelles sont les conventions que tout le monde suit sans réfléchir? Il ne s'agit pas de devenir complotiste, juste de cultiver un regard neuf. Au final, ce livre, c'est beaucoup plus qu'un guide pour start-up. C'est un manifeste pour la pensée indépendante. C'est clair. C'est un livre qui secoue, qui force à questionner les dogmes. Il est très optimiste sur notre capacité à créer, mais très exigeant sur la rigueur intellectuelle que ça demande. C'est un appel à l'audace, oui, et à la responsabilité. L'idée de fond, c'est que le futur ne va pas s'améliorer tout seul par magie. Soit on le laisse arriver au hasard, soit on décide de le concevoir. et pour le concevoir, la toute première étape, c'est d'apprendre à penser par soi-même. De se poser sa fameuse question, quelle est la vérité importante que très peu de gens partagent avec vous? Le livre finit sur cette idée que chaque moment est unique. Le prochain Bill Gates ne créera pas un système d'exploitation, le prochain Zuckerberg ne créera pas un réseau social. Chaque création est singulière. Elle n'arrive qu'une fois. Et la question que le livre nous laisse, au-delà du business, elle est peut-être plus personnelle. Quelle est cette chose unique, juste devant nous, que nous seuls pouvons construire? Et qu'est-ce qu'on risque de manquer si on passe notre temps à vouloir être le meilleur dans un jeu inventé par quelqu'un d'autre?